messieurs, merci de le faire. Le chef de l'État, Joseph Kabila, s'est entretenu avec l'envoyé spécial de l'Union européenne pour la région des Grands Lacs, Koen Vervaek, ainsi que l'envoyé spécial des Nations Unies, également pour la région des Grands Lacs, Saïd Djinnit, tous deux en visite de travail à Kinshasa. Ils ont échangé sur la situation politique dans la région et la préparation des élections en RDC, la neutralisation des forces négatives, ainsi que le rapatriement des FDLR. C'est autour des sujets d'actualité de la République démocratique du Congo que le chef de l'État a ouvert ses portes à ses émissaires. La situation politique dans la région des Grands Lacs et particulièrement la crise politique au Burundi et la préparation des élections en RDC, notamment l'examen des voies et moyens pouvant permettre à l'Union européenne de contribuer à leur réussite, étaient au centre des discussions. Nous mesurons bien l'enjeu et l'importance et nous souhaitons que le pays réussisse ces élections parce que c'est le meilleur gage de stabilité, de développement et de l'avenir pour le pays. De son côté, Saïd Djinnit a exprimé le soutien des Nations Unies au processus de rapatriement des éléments des FDLR, présentement accueillis dans différents camps de transit en RDC. Il s'est également réjoui des progrès réalisés à ce jour dans le dialogue stratégique entre la République démocratique du Congo et la MONUSCO pour aplanir les divergences et à encourager les deux parties à poursuivre ce dialogue dans le même esprit constructif. Lors de leur échange, l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la région des Grands Lacs a saisi l'occasion pour appeler à la reprise rapide de la coopération entre les FARDC et la MONUSCO dans les opérations militaires contre les FDLR. L'autre point important évoqué avec le président de la République, c'est la préparation en cours de la conférence sur les investissements du secteur privé dans la région des Grands Lacs qui aura lieu à Kinshasa les 24 et 25 février 2016, coïncidant avec le 3e anniversaire de la signature de l'accord cadre sur la paix, la sécurité et la coopération en RDC et dans la région des Grands Lacs, connu sous l'appellation de l'accord cadre d'Addis. Et puis face aux enjeux politiques de l'heure qui nécessitent une véritable réconciliation entre fils et fils de la RDC, les jeunes leaders du pays, toutes tendances, se sont réunis à Kinshasa. Objectif, défendre et promouvoir les valeurs de la jeunesse congolaise, mais également s'engager à sauvegarder la paix et l'unité nationale. Après la dernière rencontre qui a réuni le chef de l'État Joseph Kabila et la représentation de la jeunesse congolaise lors des consultations présidentielles dans sa ferme de Kingakati, conscient de la responsabilité et du rôle que la jeunesse est appelée à jouer, maintenant pour un avenir harmonieux de la RDC, les jeunes leaders de toutes tendances confondues se sont réunis sous la supervision des Papi Pungu afin d'échanger sur plusieurs questions de l'heure. Les jeunes leaders s'engagent sans aliéner leurs idéologies et convictions respectives à protéger et promouvoir ce qui est de commun pour tous, à savoir la République démocratique du Congo dans sa souveraineté, son intégrité territoriale, dans le respect des institutions de la République et leurs animateurs à tous les niveaux. Les jeunes leaders se refusent de toute manipulation contre les intérêts de la République et condamnent la violence comme moyen d'exprimer ses opinions ou ses points de vue. Au-delà de tout, la jeunesse congolaise invite aussi la classe politique et d'autres couches sociales du pays au dialogue. Les jeunes leaders invitent la classe politique, la société civile et les confessions religieuses à participer au dialogue initié par le président de la République, chef de l'État, que l'ensemble de notre population appelle tous ses vœux afin de changer en toute fraternité et respect mutuel sur la marche et le devenir de notre nation. Les jeunes leaders appellent la communauté internationale en tant que partenaire de la République démocratique du Congo au respect de sa souveraineté et la dignité de son peuple dans le processus de cohésion nationale et de consolidation de notre jeune démocratie. Par ailleurs, les jeunes leaders demandent également aux acteurs politiques, sociaux et religieux à œuvrer pour la paix et la stabilité, gage de l'émergence et du bien-être des Congolais. Enfin, la province du Katanga vient d'être démembrée. C'est au cours d'une séance extraordinaire à l'Assemblée provinciale que la commission a présenté son rapport sur l'état des lieux de l'ancienne province minière. L'approbation de ce document de 722 pages s'est déroulée dans la sérénité. Il n'a fallu qu'environ 7 minutes pour M. Biaza Sanda, président de la commission, de présenter la synthèse du rapport sur l'état des lieux
du Katanga à l'Assemblée provinciale. Dans ce document, il a été relevé que le gros du charroi automobile, d'immeubles et des ressources humaines se trouve dans le Haut-Katanga. Dorénavant, les recettes du Grand Katanga seront divisées par 4, à savoir le Olomami, le Tanganyika, le Lualaba et le Haut-Katanga. Chaque entité devra désormais fournir des efforts avec les moyens à sa disposition pour ériger les infrastructures nécessaires à sa survie. L'Assemblée provinciale, dans son ancien format, comptait 102 députés. À présent, 30 vont rester à Lubumbashi, 24 à Kolwezi et 24 autres à Kalemi. En 15 jours, tous devront former leur bureau provisoire pour commencer déjà à fonctionner. Tout s'est déroulé dans la sérénité en président de l'Assemblée provinciale, Antoine Gabriel Kungua Kumwanza, de la majorité des députés provinciaux et d'une bonne partie de la population qui tenait à tout prix à palper du doigt ce moment historique. Ce rapport est composé de 722 pages, dont 780 annexes. Lubumbashi, Muyumba, Radio Télé 50. On va prendre la direction du ministère de l'économie nationale pour parler de la séance de travail entre Bahati Lukwebo et une délégation de Dalbert Group conduite par son collègue du plan. Cette structure veut accompagner l'RDC dans l'élaboration de son plan national stratégique de développement. En outre, le ministre de l'économie a reçu une délégation du secrétariat de la Commission économique des Nations Unies, Région Afrique. Suivez. Le ministre du Plan dans les murs du cabinet de son collègue de l'économie nationale. Ça n'arrive pas tous les jours. Ici, Olivier Kamitatou accompagne chez Modeste Bahati cette délégation d'Alberg Group. La société veut accompagner la RDC dans l'élaboration de son plan national stratégique de développement, puisqu'ayant une bonne expertise en la matière. La question sera en discussion à cette réunion à laquelle le ministre de l'économie nationale va présenter à ses visiteurs les attentes réelles de la RDC qui travaille déjà sur la diversification de son économie en vue d'atteindre une croissance exclusive qui profite à la population. L'économie congolaise se portant de mieux en mieux, les délégations se succèdent auprès de la tutelle, à l'exemple de cette autre délégation. Le secrétariat de la Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies. À sa tête, le docteur Adam Herbert Koulibaly, chef de section de la sécurité alimentaire, de l'agriculture et des questions financières. Il est venu présenter au ministre un projet sur le développement des chaînes de valeur régionales et grappes industrielles pour les produits agricoles de base en Afrique. Avec ses 8 milliards d'hectares de terres arables, la RDC a été choisie comme pays conducteur pour l'Afrique centrale. Ce projet est issu des résolutions de la réunion annuelle des ministres des Finances et de Plans tenue dernièrement à Addis Abeba. Sa mise en œuvre va permettre aux pays africains d'augmenter leur production agricole. Le projet vise notamment à financer les parcs agro-industriels, ce qui pousse le ministre à louer l'initiative qui, selon lui, vient accompagner la vision du chef de l'État de faire de la RDC une puissance agricole. Et puis face à une économie en pleine croissance, l'énergie électrique reste toujours insuffisante en RDC. C'est dans ce cadre que l'Agence nationale de services énergétiques rurales, ANSER, vient de voir le jour en RDC. Cet établissement public sera chargé de la promotion et du financement de l'électrification en milieu rural. Et c'est le vice-premier ministre des PT Antique, Thomas Louaka, représentant le chef de l'État, qui a présidé l'atelier préparatoire auquel prend part les ministres provinciaux de l'énergie. C'est sous le haut patronage du président de la République, Joseph Kabila, que l'établissement public de l'électrification en milieu rural et urbain va voir jour en RDC. ANSER en sigle, l'Agence nationale des services énergétiques rurales, aura la mission globale d'élaborer des stratégies pour la desserte du courant électrique en milieu rural. C'est le vice-ministre en charge du PTNTIC, Thomas Louaka, qui a présidé l'atelier de restitution des études pour la création de cette agence. Lorsqu'il a plu à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Joseph Kabila Kabange, à qui j'adresse mes hommages les plus déférents, de placer son Excellence Monsieur Augustin Matata Ponyo à la tête du gouvernement en avril 2012, l'un des principaux objectifs assignés à celui-ci était d'au moins doubler l'accès des populations à l'électricité durant son quinquennat. Le gouvernement s'est également vu confier pour mission d'accélérer les processus d'atteinte des objectifs du millénaire
pour le développement et de faire converger les efforts de l'État vers les objectifs de l'initiative énergie durable pour tous à l'horizon 2030. Atelier auquel prend part à Kinshasa tous les ministres provinciaux en charge de l'énergie. Au Nord Kivu, lancement à Goma d'un séminaire sur la reddition des comptes et la loi sur les finances publiques en faveur des députés provinciaux ainsi que autres services œuvrant dans les finances publiques. L'objectif de ce séminaire est de renforcer les capacités des élus du peuple pour les emmener à comprendre cette loi pour une meilleure rédaction des édits budgétaires. Cette activité est organisée par le gouvernement provincial du Nord Kivu sous le projet Profit Congo de la Banque mondiale. Détail avec Pacheco Kavundama. Pendant 6 jours à Goma, les députés provinciaux et les membres œuvrant dans les services des finances publiques vont réfléchir sur les notions de reddition des comptes. C'est le ministre provincial des Finances au Nord Kivu qui a ouvert ces travaux. Selon Pierre Kabanda, ce séminaire a une grande importance car il permettra à l'exécutif et législatif de parler un même langage. Par le temps que l'expérience de la décentralisation a commencé, les acteurs doivent être formés régulièrement pour améliorer leur travail. L'importance que j'accorde à ces assises, c'est que ça va nous permettre, aux membres de l'ECOFIN et aux membres aussi du gouvernement provincial qui sont dans la direction du budget d'améliorer leur travail. Pour le coordonnateur du projet Profit Congo au Nord Kivu, Maître David Kamoua, ce projet a pour objectif l'appropriation des réformes entreprises par le gouvernement congolais pour sa mise en œuvre. Il faut savoir que les députés provinciaux membres de l'ECOFIN sont des acteurs principaux pour la mise en œuvre des différentes réformes qui sont entreprises par le gouvernement, aussi bien national que provincial. Il était donc très important que nous puissions vulgariser ces textes légaux qui sont d'une importance capitale pour notre pays, notamment en matière d'amélioration de la dépense publique et de la trésorerie. Soulignons que ceux qui prennent part à ce séminaire atelier viennent de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu, service des finances publiques, sous le financement de la Banque mondiale. En se rend au Sud Kivu cette fois, précisément à Bukavu, où l'heure est à la démolition des maisons construites dans l'emprise de la route. Et cette opération rentre dans le cadre de la poursuite des travaux de modernisation de la route numéro 5, une initiative soutenue par l'ensemble des populations. Regardez. Les travaux préparatoires pour la modernisation de la route nationale numéro 5 avancent et s'approchent de la place Major Vango. Ici, l'heure est à la démolition d'immeubles et autres bâtisses construits sur l'emprise de la route. Plus rien ne semble arrêter le gouverneur Marcelin Tchambo dans sa détermination de faire avancer ce chantier. La population soutient sans équivoque son gouverneur dans cette entreprise en démolissant seul ses constructions anarchiques. Pas de 2 poids 2 mesures, des immeubles appartenant à des grands notables de la ville subissent eux aussi la rigueur de la loi, comme le bâtiment Ishega au quartier Essence. De la place Major Vango jusqu'à la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Tchaï, c'est l'engouement général. La catastrophe humanitaire tant redoutée par des politiciens opposés au projet n'a pas eu lieu. Au contraire, la population encourage l'initiative du président de la République, Joseph Kabila Kabange, de doter le Sud Kivu d'un premier boulevard à 4 bandes. Les bains de foule et des champs de ralliement qui accueillent Marcelin Tchambo à chaque descente sur le terrain témoignent le souci des habitants du Sud Kivu de voir la RN5, dénommée la route de notre souveraineté, être modernisée. L'heure a peut-être sonné et pendant ce temps, la compagnie chinoise Sino Hydro poursuit les travaux de reprofilage et les premiers essais de compactage. Direction à présent le Congo-Brazzaville où les débats autour de l'examen du rapport de la commission gouvernance électorale prennent des allures encore plus vives à 11 jours de la clôture des travaux à Sibiti. Les délégués de cette commission ont présenté au Présidium et à l'assistance leur rapport de travail dans lequel 12 points consensuels ont été élaborés. L'heure du dénouement est finalement arrivée. Les discussions, vous l'aviez dit, prennent une nouvelle tournure. Vive réaction dans la salle, preuve de l'expression démocratique. Enfin, après des débats houleux, les membres de la commission gouvernance électorale ont présenté leur rapport devant le Présidium qui répond 12 points consensuels. Ils en ont fait la restitution.
Je vais en énumérer les principaux points. Ils ont d'abord convenu de faire jouir de la commission électorale d'une autonomie et d'une indépendance sur tout le plan, surtout d'une indépendance financière. Jusqu'ici, cette commission électorale était rattachée au ministère de l'Intérieur. Autre point, c'est le principe où la loi